Je suis en Russie, et cet animal, c'est le renne. Un cervidé sauvage ou à peine apprivoisé, symbole du Grand Nord et du peuple sami. Il peut affronter des températures allant jusqu'à moins 40 degrés grâce à son épaisse fourrure isolante. J'ai rendez-vous avec le plus noble des animaux de ces contrées, dont la couronne est cette paire de bois pouvant mesurer près d'1,30 m et que les tribus de l'Arctique ont semi-domestiqué. Encore élevé par quelques dizaines de samis, le renne est aussi un athlète d'exception. À Lovozero, je vais assister à la fête du Nord, célèbre pour ses traditionnelles courses de rennes. Mais avant d'en arriver là, j'ai dû atteindre la grande ville la plus au nord du monde, Mourmansk. J'arrive à Mourmansk et la condensation déjà fait que toutes les bagnoles fument, comme si c'était tout avec le pot troué. Lada Power. Hello. Je rêvais de venir ici parce que c'est un symbole du Grand Nord, de la porte vers l'Arctique. Spasiba. Il y a des mecs sur le toit. La gare de Mourmansk, avec l'étoile rouge. Pas mal de trains en Russie. C'est vraiment différent de chez nous quand même. Je suis un peu seul au monde ici. Là. Les gens parlent pas trop anglais. Pas évident de se repérer. Alors pourtant c'est bien géométrique, mais je comprends pas le cyrillique. Alors le nom des rues, des places, je comprends rien. Good. Je peux monter? Rémi. Et où? Alexandre. Alexander. Excellent. T'es là pour la fête du Nord? Hein? La pratique Severa. Non, documentaire sur les rennes. Lovozero. Ah, les rennes. Ah oui, d'accord. Allez. Je cherchais un point de vue pour voir la ville un peu d'en haut parce que je me rends pas trop compte comment ça s'organise. On voit qu'il y a de l'eau, on voit qu'il y a des tours, j'arrive pas trop à m'imaginer la configuration de la ville. Encore des chiens, mais partout des chiens. Eh oui, t'es le gardien toi ici? T'es le gardien en peluche, ouais. Au sud, eh bien, on va vers Moscou. À l'est, on va vers la Sibérie et le Kamtchatka. Et sur cette péninsule de Kola, je vais aller à la rencontre du lien homme-animal, essayer de trouver notamment les rennes. Moi, je vais rejoindre le muséum. J'ai plus d'animaux à voir là-bas qu'en ville. Здравствуйте. Rémi. Alexei. Le musée régional de Mourmansk possède la plus grande galerie d'animaux naturalisés de la ville. Tout un bestiaire figé dans des positions se voulant naturelles. Il paraît que c'est le seul endroit où je peux voir un renne à Mourmansk ici. C'est ce qu'on m'a dit. Waouh. Wow, il est très gros, hein. C'est le mâle, celui-là, avec les grands bois. Oui, mais les femelles aussi peuvent en avoir. Ok. C'est impressionnant, on a un sabot très large. Ça, c'est le renne des forêts. Hein. C'est le renne qui n'a pas vraiment été domestiqué. Donc, il y a une robe comme ça, très brune. Et là où le renne semi-domestiqué des toundras, lui, est plus sur les gris, les blancs. Et les citadins, les gens qui vivent en ville tout au long de l'année, est-ce qu'ils ont le même attachement particulier au renne, qui est une espèce emblématique dans la région? Oui, tout à fait. Le renne, c'est le symbole de la toundra, et même du Nord en général. On a une fête ici qui s'appelle la fête du Nord. Tout le monde va chercher ses rennes et on organise des courses. Il est donc parfois possible de voir des rennes aux alentours de Mourmansk. Mais si je veux en voir plus, je dois m'enfoncer dans la nature. Oui, c'est dans la toundra qu'il y a des troupeaux. Si à Mourmansk les rennes sont rares, il n'en est pas de même pour certains oiseaux bien adaptés au froid, mouettes et goélands. Ils se regroupent dans la baie de Kola, près du port de pêche. Pour en savoir plus, j'ai rendez-vous avec Anastasia, qui étudie leur population parfois envahissante. Elle va m'en dire plus sur ces oiseaux qui comptent parmi les rares représentants du monde animal dans la ville. Et d'ici, on peut voir les goélands? Ici, c'est l'endroit où les goélands font le plus de nids. Ah, mais ils sont sur les toits. Ok. Ah, je suis en train de comprendre, en fait, les couples de goélands qu'on voit en ville voler, ben, en fait, ils nichent sur les toits de la ville. Et ça va être pareil dans beaucoup de villes à travers le monde. Et là, c'est flagrant, en fait, quand on s'y penche un petit peu, ben, on voit qu'ils se sont répartis
chaque mètre carré de toit et qu'en fait, chaque cheminée, chaque parabole est le territoire d'un couple qui doit nicher là à la belle saison. Mais est-ce qu'ils s'attaquent entre eux pour protéger leur territoire? Comment ça se passe? Oui, oui, tout à fait. Parce que certains biologistes ou ornithologues les appellent les corbeaux de mer. Oui, oui, des fois ils sont prédateurs entre eux. Quand ils ont faim, ils peuvent même voler les œufs des autres nids voisins. Ah, c'est excellent. Cannibalisme. Oui, oui, mais ça reste très rare. C'est un truc de fou, ça. On se rend compte que les oiseaux, ils sont partout, en fait, au-dessus de nos têtes. Alors, bien sûr en vol, mais en fait, ils nichent sur les habitations humaines. Donc, on parle d'espèce commensale, c'est-à-dire qu'il va profiter de l'espèce humaine, d'une autre espèce, donc en l'occurrence la nôtre, sans lui nuire. C'est-à-dire qu'ils ne nous nuisent pas directement, ils ne nous attaquent pas comme dans les films de Hitchcock, mais ils vivent là auprès de nous et ils profitent de nos déchets, de nos poubelles. Et ils se sont répartis les toits. Anastasia qui a quelque chose à me montrer là, dans son appart. Hello. C'est ici? Oh. Ah, la surprise. You really love birds, hein? Ah, vous devez vraiment aimer les oiseaux hein, pour secourir un goéland blessé et l'accueillir dans votre propre cuisine. Ça, c'est une preuve d'amour. It's a proof of love, hein? D'abord, on pensait le garder seulement 3 jours. Ensuite, on s'est dit que ça allait durer peut-être encore 2 mois. Mais ça s'est prolongé, car il s'est avéré que réhabiliter cet oiseau avant de le libérer, c'est très très compliqué. Restaurer son plumage en appartement, c'est quasi impossible. Ça me fait délirer parce que la seule personne que je connais qui a une mouette dans son appartement, enfin ici c'est un goéland, mais peu importe, c'est Gaston Lagaffe. Il y a un chat et une mouette. Et ici, il me semble que c'est un peu le cas parce que j'ai vu passer un beau chat blanc. Là. Donc on est chez Gaston. Ah, c'est vraiment fascinant comme ça de se balader dans le bestiaire méconnu de la ville. Mourmansk tirerait son nom d'un mot sami, Mourman, le bord de la terre. Et je me dis que pour ses habitants, vivre sur un fjord en partie gelé ne doit pas être facile tous les jours. Ils pourraient d'ailleurs devoir leur force de caractère à l'hostilité de leur environnement, où il gèle plus de 8 mois sur 12. Un caractère finalement proche de celui des goélands. Ces pirates des mers du Nord, libres et qui s'accommodent des conditions de vie difficiles. La force de l'esprit des lieux, elle aussi, est indéniable. Je quitte enfin la région de Mourmansk pour aller explorer les étendues plus sauvages, loin des immeubles et du trafic. Direction la toundra et le village reculé de Teriberka, petit port sur l'océan glacial arctique. J'ai rencontré Yuri grâce à quelques contacts interposés. Et il m'a proposé de m'amener découvrir la toundra. Il y a toute une faune qui est très adaptée à ces conditions très très rudes une bonne partie de l'année. Et la végétation, elle est très clairsemée, très rase, parce que le sol est pauvre, qu'il y a peu de précipitations, il y a de l'humidité, parce qu'il y a peu d'évaporation, mais il n'y a pas beaucoup de pluie. Et les arbres les plus grands, vont, dans la vraie toundra qu'on va bientôt atteindre, font au maximum 40 cm. Ah, ok. Ok. Ça, c'est le lichen des rennes. Reindeer lichen. Et le lichen, c'est vraiment la seule forme de vie, de biodiversité que je vais trouver à l'extrême nord de la Russie? Allez, suis-moi. Yeah. Je vais te montrer. Ok. Ah, là on est au bout du monde. À l'extrême nord de la région, là, de la péninsule de Kola. Et Yuri m'a amené ici parce qu'il sait que j'aime les oiseaux. Et justement là dans l'eau, il y a des canards extraordinaires, des canards arctiques, les éders à duvet, éders de stellaire, les Harold de Miquelon, c'est des canards dont je rêve depuis que je suis tout petit en tant que passionné d'oiseaux. Ils nichent encore plus au nord. Ils viennent ici en hiver pour fuir la banquise. C'est tous des canards plongeurs. Ils peuvent rester de plusieurs minutes d'ailleurs sous la surface. Et là, j'ai beau avoir froid aux doigts, aux pieds, au nez et aux oreilles. Je peux vous dire que c'est une intense émotion là d'être là, quoi. Donc voilà, je suis à l'extrême nord de la péninsule de Kola. À l'ouest, la Norvège. À l'est, la Sibérie. Au sud, Moscou. Et au nord, le pôle. L'Arctique. Le climat est ici des plus rudes, même si grâce au Gulf Stream, l'océan y reste libre des glaces.
L'atmosphère est celle d'un port fantôme. Florissante au temps de l'URSS où elle accueillait plusieurs milliers d'habitants, la bourgade côtière fut désertée à l'issue de la guerre froide. Mais cet exode rend peut-être au lieu sa magie, celle d'un bout du monde où les bateaux viendraient mourir. On dit que seuls les hardes de reines des toundras passent parfois tels des esprits sur cette plaine glacée, foulant le permafrost à la recherche de nourriture. Pour les trouver, je dois continuer. Yuri reprend sa route, et moi la mienne, guidé par la lune, pris en stop ou salué par un train. Dormir peu, avancer, même par moins 20 degrés. Plus je marche vers le sud, et plus il fait froid. En allant vers la Carélie, je passe de la toundra à la taïga, la forêt boréale, un autre écosystème mythique qui abrite des étendues encore préservées. J'aimerais m'immerger pour 2 jours dans la Laponie sauvage, qui comporte quelques grands parcs naturels. En général, les grandes réserves comme ça ont une espèce d'accueil, une sorte de centre d'information un peu. Et c'est là que je dois retrouver l'équipe de scientifiques, dont Alexander qui va m'amener au cœur de la réserve Lapone. Здравствуйте. Bonjour. Parlez français. Alexander? C'est moi. Alexander. Anatoly. Anatoly. Serge. Serge. Serge ou Sergei? Anatole, Serge. Serge, Anatole. Alexandre. Alexander. Alex. Ok. Go. Merci. Alors, pour votre information, la taïga du Nord et la toundra, ce sont des marécages, des rivières et des ruisseaux de montagne, ainsi que des lacs. Il y a 32 espèces de mammifères et 205 variétés d'oiseaux. C'est en tout cas ce qu'on a réussi à répertorier jusqu'à aujourd'hui. Moi qui arrive de Mourmansk, de la ville, j'arrive ici, je connais rien à la nature de Kola et de cette région. Et il est en train de m'expliquer que voilà, il y a la toundra, il y a la taïga plus au sud, il y a des zones où l'activité humaine a fait reculer la nature, mais il m'explique aussi qu'il y a une diversité qui est assez pauvre, et ça c'est les conditions très rudes du Grand Nord qui font qu'il y a peu d'animaux, même si la diversité est bonne. Et lui, son travail, c'est de la protéger et de l'expliquer aux gens, quoi. Donc c'est vraiment intéressant d'arriver là. Et le wild russe, la nature sauvage russe, je la comprends mieux là devant une carte forcément, quoi. Bon, Maintenant, je veux vraiment la voir, cette nature. On y va? Par contre, là, vous n'êtes pas suffisamment habillés. Okay. Il fait froid chez nous. Il y a de la neige, il y a du vent. Vous allez avoir froid sur la motoneige. Je veux cette couleur. Il y a une combinaison ici, prenez-la. Ok. Il me dit que je suis mal équipé. C'est gros dur ici. Tac. Très bien. Allez, je le suis. Pour rejoindre une isba isolée depuis la maison de la réserve, il faut faire 1h30 de motoneige sur un fleuve gelé. Alex, mon guide, m'a promis de me révéler quelques secrets cachés de l'immense forêt qui s'étend tout autour. Ça, c'est le nid du cygne. Donc, il faut imaginer la zone comme une espèce de marais où les cygnes, ils ont trouvé un îlot, un petit îlot, comme une île, comme ça les met à l'abri des prédateurs, et ils font leur nid là. Donc là, on peut imaginer que dans 3-4 mois, il y aura les œufs du cygne, et le cygne est en train de les couver. Je viens, moi, ici pour la saison des courses de rennes, donc l'hiver, c'est le meilleur endroit pour moi pour venir voir cette activité, entre l'homme et le renne, mais la nature, elle est beaucoup plus discrète que si je venais l'été. Bon, ben voilà, moi je suis là, mais j'ai peur qu'on ne voit pas beaucoup d'espèces. Par contre, il y a des traces. Il me dit, ici, il y a le cygne qui vient nicher, il y a l'ours qui est passé. Et ça, c'est quoi? What is this footprint? Wolverine, da. Le glouton. Ici, il y a même le glouton qui est passé. Mais l'hiver, c'est difficile de voir les animaux. C'est un mâle, c'est le mâle du bec croisé. Ça, c'est un oiseau vraiment typique de la forêt boréale. Regarde Rémi là-bas, il y a des empreintes d'élan. Ouais, c'est une voie fraîche.
Ça, c'est l'élan, c'est les traces de l'élan en fait. On voit 2 gros ongles comme ça. Et ça, c'est l'arrière de la patte qui marque. Ah, excellent. Oh, la patte. Ah, great. C'est bon ça. Ouh. Ah, il se voit. Et qu'est-ce que tu penses de la relation entre le peuple russe et cette nature magnifique et si riche? Les Russes aiment beaucoup la nature. Les gens qui travaillent dans les usines, les militaires aussi, partent dans la nature dès qu'ils en ont l'occasion. Ces derniers temps, le tourisme vert s'est beaucoup développé. C'est un bon moyen pour nous de s'évader, de passer du bon temps. Les gens ne chassent pas, ne pêchent pas, ils n'ont pas d'activité particulière, ils ne font qu'observer la nature. C'est une très bonne chose. Les Russes seraient-ils en train de se réensauvager? De retourner à la nature, comme me l'assure Alex? Quoi qu'il en soit, elle n'offre pas ses richesses sur commande. On a passé toute la journée à chercher les animaux, mais on a fait chou blanc. La nuit est déjà là. Et les aurores boréales, particules de vent solaire pénétrant dans l'atmosphère, nous consolent. Il faut persévérer. Espérons que le lendemain, le renne sauvage daigne enfin se montrer. Ah, énorme. Et là, il ne nous voit pas. C'est important d'être sous le vent, non? Oui, le vent est dans le bon sens. Ils peuvent pas nous sentir. Ils ne nous sentent pas, ne nous entendent pas. Et est-ce que parfois, l'élan et le renne se rencontrent dans la nature? Dans la région du Lapland, oui. L'élan passe l'hiver dans les forêts de pins, car il y a moins de neige. Ça lui permet de trouver sa nourriture. Comme le renne, qui lui se nourrit de lichen. Ils partagent tous les deux le même territoire. Et ils se battent jamais. Non. Ça se mérite quand même d'aller chercher comme ça les animaux du Grand Nord, quoi. En fait, on ne peut pas pratiquer la neige à pied ici. Je n'avais pas trop saisi ça. Moi, il y a quelques jours, j'étais encore en France. Et c'est vrai que là, je me retrouve dans la nature arctique. Et voilà, sans Alex, j'aurais jamais vu les cervidés du Grand Nord à l'état sauvage comme ça. Merci pour ce cadeau. Gift. Le renne sauvage est resté caché dans les profondeurs de la taïga. Mais l'observation de l'élan, son cousin géant, est un cadeau du ciel. Le mâle, qui peut peser jusqu'à 700 kg, est le plus grand cervidé. Surtout adapté aux marécages qui parsèment la taïga en été, il a plus de mal avec la neige. Et c'est pourquoi on ne le trouve pas dans les régions plus nordiques que la péninsule de Kola. Sur les rives de la mer Blanche, à Kandalaksha, c'est un autre trésor qui m'attend. Un poisson qui produit un véritable or noir, le caviar. Dans la mer Caspienne, beaucoup plus au sud et berceau d'origine de la production de caviar, les esturgeons sauvages se sont tellement raréfiés à cause de la pêche excessive qu'ils sont maintenant protégés. On élève désormais certaines espèces en captivité, surtout en Italie, en France et en Chine, mais aussi depuis peu en Russie. C'est énorme ces bassins, quoi. Tout en fer, avec des chariotes qui passent. Et oui, parce qu'en fait, aux esturgeons, on donne du poisson. Ah, ils sont énormes, énormissimes. Cela dit, ça peut faire jusqu'à 500 kg. Hein. Ça peut être beaucoup plus lourd, hein, un esturgeon. C'est une tête de requin et à la fois, c'est un poisson osseux. Et on voit qu'il a des plaques osseuses sur la peau. Ça fait vraiment, vraiment dinosaure. C'est impressionnant comme animal. Et à quel âge vous les tuez pour récupérer les œufs? On ne les tue pas. On a une méthode qui nous permet de prélever le caviar sans les tuer. Yeah! This is
C'est une méthode durable. Méthode. C'est une opération chirurgicale en fait, hein, et on peut prélever sur la femelle les œufs sans tuer le poisson, sans la tuer à elle. Et je ne pensais pas que ça existait. Moi, je voyais toujours les pêcheurs en Iran notamment, en Russie, même en France, hein, sur la Gironde, chez moi dans le sud-ouest. On pêchait les sturgeons, on tuait les femelles. Donc les mâles, ils étaient tués pour rien, parce qu'il fallait ouvrir pour savoir le sexe. Et ici, il dit que non, on ne tue pas les poissons, ils sont élevés en captivité. Et les femelles peuvent avoir comme ça plusieurs pontes. Alors combien de fois elles peuvent porter des œufs? Combien de fois est-ce que vous prélevez les œufs au cours de leur vie? Avec cette technique, on peut prélever les œufs 4-5 fois minimum, mais elles ne pondent pas tous les ans. Il faut attendre 2-3 ans entre chaque ponte. Et à quel âge commence-t-elle à produire des œufs? Ici, en captivité, on peut espérer récolter les premiers œufs à l'âge de 8 ans. Mais normalement, à l'état sauvage, c'est plutôt vers l'âge de 12 ans. Tac! Mon premier esturgeon. Paf! Ah, c'est excellent! Hein? Dis donc, c'est vraiment osseux. Hein? Ok. C'est marrant cette visque qui les recouvre là. Espèce de pellicule protectrice qui est très très visqueuse que j'ai là dans ma main. Il ne faut pas les laisser trop longtemps hors de l'eau, mais c'était vraiment pour montrer la morphologie. Et ils mangent quoi? Ils mangent du bentos. Le bentos, c'est la faune benthique, c'est-à-dire ce sont des invertébrés qu'on va trouver dans la vase et dans le sable, dans la terre des rivières. C'est un carnivore, mais qui mange des micro-organismes. Allez, on va le relâcher. Hop. Ok. Voilà. Ah, ils sont beaux, hein? Oh, ils ont une belle couleur, hein? Un peu bleu, bleuté, là. Pouvant peser jusqu'à 200 kg et mesurer près de 3 mètres à l'état sauvage, l'esturgeon sibérien est l'une des principales espèces élevées en pisciculture, pour éviter les prélèvements dans la nature. En bassin, les poissons mesurent souvent moins de 1,50 m et pèsent 65 kg à l'âge adulte. La mer Blanche, qui communique avec l'océan Arctique, est un refuge pour les espèces des régions polaires, cétacés, phoques et oiseaux. Ces glaces fondent au printemps, mais il est encore temps pour moi de les arpenter à la recherche de son peuple animal. Chupa, sur les bords de la mer Blanche, j'ai la chance de pouvoir plonger avec un beluga nommé Vara. En latin, l'espèce est appelée Delphinapterus, le dauphin sans ailes, parce qu'elle n'a pas d'aileron dorsal. Certains chercheurs pensent que c'est pour mieux nager sous la glace. Vara est isolée dans le cadre d'un programme scientifique. Au printemps, elle sera rejointe par ses congénères pour ensuite évoluer dans des eaux plus agréables et, je l'espère, reprendre un jour le large. Pour moi, vous savez, Maria, c'est assez surprenant de voir un beluga comme ça en captivité. Mais c'est une exception, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Non, ça n'est pas une exception. Le beluga s'adapte très bien à la vie en captivité. Et il vit longtemps. C'est le plus amical, le plus pacifique et le plus lent des dauphins. C'est pour cela qu'il a du succès avec les plongeurs. Si certains dauphins peuvent être plus réticents au contact de l'homme, le beluga, lui, ne refuse rien. Il est beaucoup plus communicatif que d'autres dauphins. Son rythme s'accorde bien à celui de l'homme. Vara est une jeune beluga de 3 ans. Les jeunes naissent gris, puis s'éclaircissent avec l'âge. Les femelles sont adultes vers 5 à 7 ans
et les mâles vers 6 à 9 ans. C'est à leur maturité sexuelle que les belugas deviennent complètement blancs. Ils peuvent alors peser jusqu'à 1,5 tonnes. C'est quoi la relation entre l'homme et le beluga dans la Russie arctique? La Russie arctique, c'est avant tout les populations aborigènes, comme les Tchouktches ou les Yakoutes. Pour eux, chasser le beluga, c'est nourrir tout le village. Est-ce qu'on peut dire que le beluga, c'est un peu le renne des mers? Non, le beluga, c'est pas vraiment comme le renne, car le renne est semi-apprivoisé. L'homme et le renne sont en symbiose, car l'homme aide le renne, et le renne nourrit l'homme. Le beluga, lui, est un animal sauvage et indépendant, qui n'a pas besoin de l'homme. J'aurais pas pensé que cétacé puisse avoir comme ça un tel regard, une telle envie d'approcher l'homme. Alors bien sûr qu'il y a cet instinct grégaire, comme on dit, très sociable, puisqu'ils vivent en groupe de plusieurs individus et que là, exceptionnellement, pendant quelques mois, elle est un peu seule ici, donc elle attend ses nouveaux compagnons, dans le cadre d'un programme de recherche scientifique. Et c'est vrai que c'est touchant, quoi, comme elle me regarde, elle m'appelle, elle m'invite dans son monde. Je poursuis ma route du renne et j'entre en territoire sami, ce peuple autochtone qui positionne depuis toujours cet animal comme élément central de sa culture. Et rien de tel qu'un peu de stop pour tenter d'approcher d'un peu plus près ces lapons qui vivent encore au cœur de la péninsule. Pourquoi vous allez à Lovozero? Je vais à Lovozero pour la course de rennes. Alien race, you know? The racing. Moi aussi, je vais voir la course. Ok. Si vous voulez, je peux vous donner le numéro d'un ami à Lovozero. Peut-être qu'il pourra vous aider, vous donner quelques contacts. Lui aussi, il est là pour la course. Ah, il participe à la course de rennes? Oui. Ah, c'est une bonne nouvelle. Me voilà au pays du renne, enfin. Et j'ai même les coordonnées d'un conducteur de traîneau à Lovozero. Mais avant, c'est une rencontre plus modeste qui m'attend, à l'orée d'une forêt reculée. Voilà, là j'ai la piste, une piste au fond là-bas. Moi je suis pas équipé comme un renne. Hein. Les rennes ils ont comme des raquettes, donc ils s'enfoncent pas comme ça dans la neige. Et de la fumée qui dépasse là-bas. Ça doit être là qu'on m'attend. Je vais pas y arriver quoi. Ah ouais. Ok, c'est bon, je vois un truc là. Ah c'est génial. Bonjour. Uliana? Rémi. Ah c'est ici? Boris et Uliana, 2 éleveurs de rennes, m'accueillent dans leur petite maison. Chez eux, le renne est vraiment partout et ça tombe bien. J'ai hâte de pouvoir enfin en approcher. C'est un univers de dingue. C'est des gens qui vivent, qui perpétuent en fait l'art de vivre comme ça dans la campagne, dans la toundra quoi. C'est encore possible. Ah. C'est la famille Chapka. On va voir les rennes. C'est trop bon. Quand il y a des trop grosses bosses défaussées comme ça, il nous dit ouais descendez, je passe tout seul et vous me suivez. Sympa. Ah non. C'est drôle comme ils viennent comme ça tout près de nous. On dirait des animaux de compagnie. Il ne faut pas oublier que le renne, il n'est pas complètement domestiqué. On dit les rennes domestiques, mais en fait, ils se réen sauvagent très facilement. C'est-à-dire si on les détache, là, en 2 jours, 2-3 jours, elles peuvent regagner la forêt. Les femelles vont garder leur bois plus longtemps que les mâles dans la saison. Les mâles vont les perdre l'hiver. Et les femelles vont les garder jusqu'en juin pour défendre les petits contre les prédateurs. Et justement, Uliana et Boris, ils ont perdu des fans de rennes, parce qu'ils en font un peu l'élevage, par des chiens errants ou par des ours.
Donc la femelle, elle a des bois, mais parfois ça suffit pas contre les prédateurs, quoi. C'est pas extraordinairement lourd, hein. Les femelles, elles peuvent faire moins de 100 kg. C'est un petit cervidé, mais adapté à la toundra. Et vous leur donnez quoi à manger? Ça, c'est le lichen des rennes. C'est drôle parce qu'il en pousse aussi en France, hein. On en trouve en Bretagne, dans les tourbières, tout ça. Et on l'appelle le lichen des rennes, donc c'est pas une plante, hein. C'est un alliage entre un champignon et une plante. C'est une grosse part de son alimentation ici dans la toundra. Ils ont dénudé une partie de la prairie de la toundra. Et dessous ici, le sol, il est gelé en permanence, ce qu'on appelle le permafrost. C'est le seul aliment qu'ils vont trouver là sous la neige. C'est un goût de mousse, quoi. Réservés au premier abord, mes hôtes sont en fait de parfaits habitants du Grand Nord. Derrière leur timidité se cache un grand cœur, un véritable amour du renne et de la nature, auprès de laquelle ils vivent sobrement et sans filtre. Vous avez une relation avec vos rennes un peu semblable à celle de parents avec leurs enfants. Oui, on en a nourri au biberon. On les pouponnait tellement que je ne pouvais pas m'absenter. Parfois, des gens passaient alors que des femmes dormaient dans notre lit. Le renne a dormi là? Ils n'en revenaient pas. Dans notre lit. C'est un peu pour ça, moi, que je fais ce travail et que j'ai entrepris cette quête, c'est de rencontrer les autres éleveurs du monde et ce lien homme-animal, cette relation entre l'homme et la nature à travers l'animal. C'est pour ce genre d'émotions qu'en fait sont complètement les mêmes que celles que moi j'ai pu vivre à des milliers de kilomètres de là. Ben voilà, on se retrouve là autour d'un café avec quelques photos et on va parler de nos émotions, c'est exactement les mêmes. La frustration face à la mort, le plaisir de donner la vie, de contribuer à ça et le lien à l'animal qui est indescriptible, qui peut être très très fusionnel, très étroit. Et donc c'est fascinant à chaque fois que je me retrouve face à un éleveur ou une éleveuse qui me raconte des histoires que j'ai vécues moi dans d'autres conditions. Élever, ce n'est donc pas posséder, mais prendre soin, observer et accepter. Et accueillir aussi, même un étranger comme moi qui élevait des animaux bien différents des leurs. Ceux qui vivent auprès de l'animal pour mieux l'aimer et le faire respecter se comprendront toujours. Je me suis fait embarquer par Génia, et Génia et son pote Alexis, ils sont gardiens de rennes. C'est eux qui les rassemblent, qui les trient. Et apparemment, il m'a dit, j'ai une surprise pour toi. Donc ici, le seul moyen d'accès à la toundra, en hiver, c'est la motoneige. Donc là, on en a pour plusieurs heures de trip. Donc, faut bien se calfeutrer. Et en général, on voit des animaux, on voit des trucs. Ça, c'est le lagopède. On l'appelle la perdrix des neiges. C'est un gallinacé. Lagopède, ça veut dire lagopus en latin, patte de lièvre. Ce lagopède, il a des pattes recouvertes de plumes. Et magnifique. Et l'été, il est brun. Il change de plumage. Bonjour, Rémi. ravi de vous rencontrer. Rémi. Очень приятно. Rémi. Nice to meet Enchanté. you. Wow. C'est quoi ça? What is that? C'est nos vêtements d'hiver. Ils font des vêtements avec les rennes. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le front de la tête du renne. Ah, c'est pour les bottes. En fait, les hommes s'habillent en renne ici, quoi. Les hommes se vêtissent de renne de la tête aux pieds, quoi. Oh là là, c'est le cuir doublé. Mais c'est toi qui l'as fait? Non, c'est fait par des femmes du village. C'est une seconde peau pour eux, quoi. Oh, c'est la maison des gardiens de rennes, quoi. C'est énorme. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils vivent en contact avec un animal. Bon, ils l'aiment, ils le protègent, ils s'en occupent, ils le soignent, mais aussi ils l'utilisent, quoi. Et ça, il n'y a vraiment aucun tabou pour eux à l'utiliser, à l'écorcher, à utiliser sa peau, sa viande, son lait. Et c'est une symbiose, en fait, entre l'homme et l'animal, quoi. C'est assez beau, quoi. C'est devenu rare dans ce monde. C'est pas commun de voir des gens vivre aussi proches des animaux. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Chacun sa vie, chacun son travail. Ça fait 25 ans que je travaille ici. J'ai pas à me plaindre. Non, mais vous êtes très courageux.
Courageux de quoi? De qui avoir peur ici? Les ours hibernent et il n'y a pas de loups. Il y a des ours ici? Oui, oui, il y a des ours. Ils dorment. Ils vont se réveiller en avril. Mais ils se sont multipliés ces dernières années. Ils sont devenus plus rusés, beaucoup plus malins. C'est marrant parce que je suis ici en Laponie russe, et j'entends les mêmes histoires qui se racontent que mes ancêtres vivaient dans les Pyrénées, quoi, dans les montagnes, dans les endroits reculés de France, il y a quelques siècles. Et ici, c'est encore courant. Les ours sont nombreux, les ours sont dangereux. Il me dit qu'ils sont malins, de plus en plus intelligents, et qu'ils leur prennent des petits rennes, et c'est leur richesse. Le renne ici, c'est la richesse des hommes. Et donc, voilà, c'est un fléau. Ils disent, l'ours, pour nous, c'est un fléau. On doit lutter contre. À la fois, ils vivent autour. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller voir les rennes? Oui. Là? Ok. Bon, mais on va laisser la Lisba, et puis je vais retrouver Génia, et on va aller voir les rennes. Génia! Ok? Les rennes sont venus ici, ils ont creusé la neige. On voit les traces. On voit les traces des sabots et des bois qui ont creusé la neige pour atteindre les lichens. Ah! Les rennes! Yes! Ils les appellent, ils viennent, quoi. Et voilà, le premier, le meneur qui s'approche, il leur a amené des friandises. Vladimir l'homme aux rennes, quoi. Quel délire! Quel délire! Des milliers de rennes, quoi. Non mais là, c'est le Graal, quoi. Incroyable. C'est énorme. Ah là, c'est les vrais rennes de la toundra, quoi. C'est ça. C'est hallucinant, hallucinant. Attends. Ah, ils sont un peu timides, quoi, et à la fois, ils veulent venir, quoi. C'est énorme. Les blancs sont plus petits et un peu plus gros, plus courts. C'est vrai que les bruns ils sont plus proches en fait de ce qu'on appelle le phénotype sauvage, c'est-à-dire la couleur du renne sauvage originel, plutôt brun. Celui-là, il a moins d'1 an. Les petits du renne ne naissent pas tachetés, contrairement aux cerfs, aux chevreuils. Ils naissent déjà avec les couleurs de la toundra, en fait, une couleur comme ça, mi-crème, mi-brun-gris, foncé. Et on voit les bois qui commencent à pointer, là, les bois de l'animal de moins d'1 an. C'est génial. Et la patte qui s'adapte vachement bien au sol, très large. Le sabot. Le renne, son adaptation au froid fait qu'il est plus râblé, plus trapu, plus court sur pattes. Tout ça, c'est pour éviter la déperdition de chaleur. Le renne a été présent en France, il a été peint d'ailleurs dans l'art pariétal, dans l'art des hommes préhistoriques. On retrouve des rennes représentés sur les parois des grottes. Il y a même eu une civilisation du renne. Là, je ne parle pas de la civilisation Sami, mais d'une civilisation passée. C'est le Magdalénien. C'est une période où le renne était tellement central dans la culture des hommes qu'on peut parler d'âge du renne, de civilisation du renne. Comme chez les Samis aujourd'hui, nos ancêtres en France, quand il faisait encore beaucoup plus froid, on élevait des rennes. Ils étaient très présents dans la culture aussi. Sociable le renne, un mammifère grégaire n'existant que dans le nombre, qui lui permet de faire face aux prédateurs, de migrer non pas seul, mais comme une vague brune et argentée qui suit là son instinct. Comme un fluide, le troupeau ondule et tourbillonne jusqu'à en donner le vertige. Vladimir, wow. C'est profond ici. C'est quoi ça? What is that? Tu vois, on fait comme ça. Premier cours de l'assaut, Arkan en Sami. C'est loin là. Je vais m'approcher moi les gars. T'as pas jeté comme il faut. Ah. Allez, c'est bon là. Hein?
Non, ça va pas. C'est marrant comme... c'est des hommes qui sont pas... Ils ont pas 15 ans, quoi. Et ils adorent ce... Ah ouais, pas mal. Ah chut. Ouais. Non. Ils ont un plaisir comme ça à être en contact avec le renne, à sentir sa force. Yes. Ok. Et vous pensez, je sais pas, dans 30 ans, que la culture du renne aura survécu? Comment vous voyez l'avenir? Je pense que chez nous, cette culture va rester. Parce que les traditions perdurent et nous honorons la mémoire. Mais je sais qu'en Finlande ou en Norvège, les gens ne circulent plus avec des rennes. Alors ils demandent à ce qu'on leur réapprenne à fabriquer des traîneaux et dresser les rennes. Le renne des neiges est irremplaçable. Il peut passer là où une voiture ou une motoneige ne peut pas passer. Il peut nager et traverser partout. Pour ces lapons, il semble que le renne restera toujours le renne. Et que la terre peut bien tourner sans eux, ils ne changeront pas. Dans l'Isba, en apparence austère, la convivialité prend le dessus. Car même un cube de bois dans la toundra peut être l'antre d'une histoire d'hommes, de femmes, de rennes et de partage. Non loin de là sévit Nadiejda, une des dernières chamanes samis. Entre la neige et les flammes, une rencontre. Que dit l'âme samie du lien qui unit ces hommes à la nature qui les entoure? C'est ce que vous appelez une conversation avec l'esprit de la forêt? Oui, c'est un dialogue avec plusieurs types d'esprits. Avec l'esprit de la nature, avec l'esprit du feu, avec l'esprit de la forêt, avec votre esprit, avec l'esprit de l'univers, avec tous ces esprits. Est-ce que vous sentez que la nature vous enrichit et nourrit votre âme dans un certain sens? Non, ça n'est pas que ça m'enrichit. Nous vivons en accord avec la nature. Les Samis n'ont pas pour but de s'enrichir. Notre vie est consacrée au savoir. Nous cherchons à atteindre la connaissance supérieure. Nadiejda, moi je suis venu ici dans votre pays, chez vous, pour découvrir le lien entre l'homme et la nature à travers l'animal et plus particulièrement le renne. Et quels conseils vous pouvez me donner pour atteindre cet objectif? Il faut faire en sorte que ce soit réciproque, que ce soit un échange. On ne peut pas prendre, sans rien donner. Sinon la nature vous détruira. Oui. Oui. J'ai bien pris note des conseils de Nadiejda et la laisse à ses incantations qui seront, je l'espère, de bon augure pour la fête du Nord, pour les pilotes de traîneaux et pour leurs rennes. Dernier jour de mon périple, en banlieue de Lovozero, je rencontre Andrei, le pilote de course de rennes recommandé lors de mon dernier autostop. Voilà où habitent certains éleveurs de rennes, quoi. Andrei, здравствуйте. Rémi, как дела? Waouh. Ah, un petit déj. J'ai le droit à un petit déjeuner nordique, tandis qu'Andrei, il faut bien le dire, n'est pas un grand bavard. Sans doute a-t-il déjà la tête à l'épreuve qui l'attend. Et avec la météo d'aujourd'hui, la course va avoir lieu? Il fait bon aujourd'hui. Il ne neige pas, il n'y a pas de vent. Ok. Juste du froid. Ok. C'est l'heure d'y aller. On y va? Ok. Bon, merci, hein, c'était très bon. Du saumon au petit déjeuner, Very good. parfait. Salmon in the morning. Wow. Ça secoue pas mal. Et là, Andrei, il va retrouver ses rennes qui ont passé la nuit ici et qui vont participer à la course aujourd'hui. On va voir comment ils ont passé la nuit, quoi. On va enfin voir les vraies rennes de course. Bon, apparemment on est au garage à rennes ici, là. Ah, c'est marrant. C'est des animaux grégaires qui vivent normalement en hard, c'est-à-dire en troupeau.
Et alors ils les séparent pour la nuit, un par arbre, bien en vue comme ça, hors de la forêt, sur la plaine. André me dit que le renne il commence à souffrir du froid à moins 40. Donc jusqu'à moins 40, ça va, ils sont pépères. Pourquoi vous mettez pas de gants? Moi j'ai très froid aux doigts. Vous sentez pas le froid? C'est pas pratique avec des gants. Et non, j'ai pas froid. Ouais, bien sûr, ils n'ont jamais froid les Samis, ils sont nés là. C'est les fils de la toundra. C'est eux qui font tout quoi, tout à la main, le cuir, les décos, les traîneaux. C'est restés des artisans hors pair quoi. Dans beaucoup de cultures, de toute façon, on décore l'animal, que ce soit les éléphants dans l'Asie du Sud, que ce soit les chameaux, que ce soit les dromadaires, les chevaux bien entendu et les rennes ici quoi. On aime bien décorer l'animal quoi. Et nous c'est vrai qu'on met de beaux colliers à nos chiens et puis on fait des tresses à la queue de nos chevaux. Ben voilà, ici il y a des harnais de couleurs, des colliers, des perles. Moi je vois plein de petites perles. Et tout ça c'est la culture du renne. Ah, il est parti, 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 il est parti. Bon, moi je peux pas monter avec André, sinon ça va fatiguer les rennes. Donc je vais prendre la motoneige et on va se retrouver au village. De retour en ville, je laisse André et ses rennes se concentrer avant le départ. J'en profite pour aller faire un tour au marché de la Fête du Nord, à 2 pas des champs de course. C'est énorme parce qu'on a l'impression que tout le monde est venu ici pour célébrer le renne. Donc il y a des rennes en peluche, il y a des pots de rennes à vendre, il y a des sortes de kebabs de rennes. Et là je vois des conserves de rennes, donc là l'ovo zéro. Il doit y avoir un élevage de rennes à viande ici quoi. Ils ont tous les modèles de cornes de rennes. C'est pas énorme ça? Ça Sylvain. C'est délire, ils ont tellement de trucs à l'effigie du renne. Des sortes de talismans, de gris-gris, des pendentifs. Ça c'est une coupe latérale de bois de renne, le gris-gris en poil de renne, avec le drapeau lapon dessus. C'est pas mauvais. C'est mariné, c'est un peu le goût entre le porc et le mouton, quoi. Les courses de rennes sont sacrées pour les Samis. Ils passent la journée entière à profiter de la fête, à se divertir et à assister aux différents départs, le plus souvent en famille. Et c'est normal que les gens ne crient pas comme ça? C'est pour pas gêner les rennes ou les pilotes? C'est pourquoi? Le renne, ce n'est pas comme une voiture. Avec une voiture, on contrôle ce que l'on fait. Le renne est un animal sauvage. Il est imprévisible. Le diriger, c'est toujours un défi, car il peut à tout moment échapper au contrôle et prendre le large pendant la course. Ça y est, le grand départ est annoncé. Les rennes sont sur le qui-vive. Les yeux brillent, les peaux tremblent et les muscles se contractent. Comme si tout un troupeau s'apprêtait à s'élancer brusquement au grand galop dans la toundra. Bon, André il est arrivé, je vais aller voir un peu comment il a vécu sa course. En fait, c'est une sorte de contre-la-montre, ils partent chacun leur tour, ils reviennent et ils essaient de battre un record qui est là-bas. Il s'en va. André! Je vais voir quelle position a fait André parce que je vois qu'il a une tête un peu déconfite, je suis pas sûr Elle devrait annoncer son temps. Andrei, numéro 8, a terminé sa course en 2 minutes 42 secondes. Deuxième. Ah, il va être un peu déçu, je pense. Et voilà. Bon. Ah, mais c'est la loi, hein. C'est la règle. Que le meilleur gagne. André, deuxième.
C'est pas mal. Bravo. Ah, il est déçu, quoi. Ah, il est déçu. Ah, c'est normal. Ils viennent ici pour gagner, de toute façon. L'an dernier, il est arrivé premier, il a reçu tous les honneurs et tout. Et... il y a des cultures dans lesquelles c'est un folklore, c'est-à-dire, ouais, au moins j'ai participé, on fait vivre le truc. Ici, c'est pas ça, quoi. Ici, tac, faut gagner, quoi. Faut gagner, faut que ces rennes soient les meilleures. La fête du Nord. Bravo, André. Le peuple sami est comme l'hiver lapon. Froid au premier abord, parfois même glacial comme la neige au toucher, mais fascinant et même chaleureux quand on passe du temps à ses côtés. Comme leur reine semi-sauvage, mais qu'ils apprivoisent sans cesse, sans jamais se lasser, je crois bien que ces gens du Nord ont fini par m'adopter.